Je m'appelle Bowen Lockidge et j'ai porté cette famille toute ma vie comme si c'était mon travail de mériter une place à leur table. Si vous avez déjà été traité comme un fardeau par les personnes qui étaient censées vous aimer, je pense que vous me comprendrez. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Je ne suis pas parti de la maison de mes parents ce soir-là parce que je faisais du drame. Je suis parti parce que ma fille de 7 ans était sur le siège passager, les mains jointes sur ses genoux comme si elle essayait de prendre moins de place dans le monde. Et je savais que si j'ouvrais la bouche, soit je craquerais, soit je dirais quelque chose que je ne pourrais pas retirer. C'est la partie que les gens ne comprennent pas quand ils entendent la version en gros titre. Ils imaginent un homme adulte qui sort en claquant la porte. Ils n'imaginent pas une enfant dans une robe de Noël, fixant son assiette comme si elle pouvait lui dire si elle méritait d'être aimée. Elle s'appelle Leia. Elle a 7 ans et j'ai passé la majeure partie de sa vie à essayer de lui donner ce que je n'ai jamais eu. Un jour de fête normale, une pièce sur une table où elle n'était pas traitée comme une erreur. Je m'appelle Bowen Lockidge. J'ai 32 ans et depuis 6 mois, je vis dans le brouillard qui suit des funérailles, un procès, le genre d'appel téléphonique qui rend le monde entier silencieux. Evelyn, ma femme, est décédée sur un chantier. Ils ont appelé ça une tragédie. L'enquête a appelé ça un accident évitable. Les deux mots ressemblent à des couteaux pour des raisons différentes. Depuis, la vie est une série de respirations courtes et de calculs minutieux. Loyer, courses, fournitures scolaires, une toux qui se transforme en fièvre au pire moment possible. J'ai appris à garder les reçus de tout parce que le deuil n'empêche pas les factures d'arriver. Et quelque part en chemin, j'ai appris que le contrôle ne consiste pas à se sentir puissant. Il consiste à ne pas s'effondrer devant son enfant. C'est pourquoi mon appartement à Mount Pleasant ressemble à ce qu'il est. Propre, minimaliste, presque trop rangé. Pas de désordre, pas de chaos. Si les comptoirs sont dégagés, ma tête est plus claire. Si les chaussures sont alignées, peut-être que le reste de ma vie ne s'effondrera pas. Ce n'est pas un truc de magazine de décoration. C'est de la survie. L'après-midi avant Noël, j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis sur le point d'entrer dans une situation qui pourrait nous blesser. Je me suis surpréparé. J'ai vérifié la fermeture éclair du manteau de Leia 2 fois. Puis encore une fois. J'ai glissé des mouchoirs dans la poche, puis une petite bouteille de réducteur de fièvre pour enfants, comme si je préparais un sac pour un ouragan. J'ai glissé un petit jouet, un de ces petits animaux spongieux qu'elle aime, dans son sac à dos pour qu'elle ait quelque chose à serrer si l'ambiance devenait tendue. Je l'ai fait discrètement, comme si en ne nommant pas la peur, elle pourrait ne pas se réaliser. Leia me regardait plus qu'elle ne regardait la télé. Elle est devenue comme ça depuis la mort d'Evelyn. Les adultes pensent que les enfants ne remarquent pas les grandes choses parce qu'ils sont petits. Les enfants remarquent tout. Ils n'ont simplement pas les mots. Alors, ils apprennent les schémas. Ils apprennent qui devient bruyant et qui devient silencieux. Ils apprennent quelles pièces sont sûres et quelles pièces sont un test. Et Leia, ma douce et prudente petite fille, a appris la leçon la plus rapide de toutes. Quand les gens deviennent tendus, sois sage. Sois silencieuse. Ne prends pas de place. Voir ça en elle me tord quelque chose dans la poitrine à chaque fois, parce que c'est la même leçon que j'ai apprise dans cette même famille. Je me suis dit que ce Noël serait normal. Pas parfait, pas magique, juste normal. Quelques heures chez mes parents à West Ashley. Manger un peu. Sourire pour Leia. La laisser ouvrir un cadeau sous un arbre avec d'autres personnes autour pour qu'elle n'ait pas à grandir en pensant que les fêtes, c'est juste nous deux faisant semblant d'aller bien. Je lui avais promis que nous irions. Je m'étais promis que je ne laisserais pas ma famille gâcher ça. Le problème, c'est que ma famille n'a jamais eu besoin de ma permission pour gâcher quoi que ce soit. 2 jours avant Noël, ma sœur Sloan a envoyé un texto sur le fil de discussion familiale, soyez là à 18h. Ne soyez pas en retard. Pas d'émoji cœur, pas de chaleur, juste un ordre déguisé en plan. 1 minute plus tard, elle m'a envoyé un texto directement, car elle le fait toujours quand elle veut le contrôle sans témoin. J'espère que tu arriveras à être à l'heure cette année. J'ai fixé ce message plus longtemps que je ne veux l'admettre, car dans son monde, être en retard n'est pas un accident. C'est un défaut de caractère. La preuve que je suis irresponsable, peu fiable, ingrat. Dans mon monde, être en retard est parfois la différence entre avoir de l'argent pour l'essence et ne pas en avoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu que mes mains arrêtent de trembler.
Puis j'ai tapé « Nous serons là ». Ma mère, Marianne, a enchaîné plus tard dans la soirée avec son propre message privé. Bowen, ne rends pas tout tendu demain. Viens juste être agréable et ne commence rien. Voilà, le pré-blâme, l'avertissement anticipé que si quelque chose explosait, ce serait parce que j'avais allumé l'allumette, même s'il m'avait tendu l'essence. Je l'ai lu 2 fois et j'ai senti cette vieille pression familière s'installer derrière mes côtes. La pression d'être le problème désigné dans une famille qui a besoin d'un problème pour se sentir pur. Mon père, Graham, n'a pas envoyé de texto du tout. Il le fait rarement. Le silence est son langage préféré. Il lui permet d'être présent sans être responsable. C'est aussi la raison pour laquelle Sloan peut dire des choses à voix haute qui devraient faire se lever un père et l'arrêter. Avant, je me disais qu'il était fatigué. Il travaillait dur. Il n'aimait pas les conflits. Maintenant, je suis assez grand pour savoir que ce ne sont que des noms plus jolis pour la même chose. La complicité. La partie que je n'ai dite à personne, parce que je ne me faisais pas confiance pour le dire sans que ma voix change, c'est que je n'entrais pas dans cette maison les mains vides. Pendant des mois, alors que Leia dormait dans un enchevêtrement de couverture à côté de moi et que je fixais le plafond, des avocats, des experts en sinistres et des enquêteurs s'étaient agités en arrière-plan de ma vie comme une machinerie lente. Paperasse, appels, retard, l'entreprise qui traînait des pieds, l'assureur qui se déplaçait comme de la mélasse. J'ai engagé un avocat parce que je ne pouvais pas porter le deuil et la bureaucratie sans m'effondrer. J'ai appris à redouter que mon téléphone sonne. J'ai appris à détester les mots « nous sommes toujours en train d'examiner ». Et puis, juste avant Noël, quelque chose a finalement bougé. Un chiffre est apparu sur mon compte qui ne ressemblait pas au mien. Pas parce qu'il me rendait riche comme dans un rêve, mais parce qu'il me rendait dangereux pour le mauvais type de personne. L'argent change la température d'une pièce. On peut le sentir avant que quiconque ne le dise à voix haute. Le montant exact n'avait pas d'importance pour moi à ce moment-là comme il en aurait eu pour ma famille. Ce qui importait, c'était son poids. La façon dont il était là sur mon écran, comme une porte qui s'entrouvrait. Une issue à la peur. Un moyen de m'assurer que Leia n'aurait plus jamais à écouter des adultes se disputer pour savoir s'il y en avait assez. Je n'ai pas célébré. Je ne suis pas allé faire les magasins. Je n'ai rien dit à personne. J'ai continué à acheter les mêmes céréales de marque de distributeur et à mettre de l'essence dans la voiture par tranche de $10 par habitude. J'ai gardé ma vie à l'identique parce que je sais ce que ma famille respecte. Ils ne respectent pas le deuil. Ils ne respectent pas la lutte. Ils respectent le levier. Et s'ils sentaient un levier sur moi, ils viendraient renifler comme si ça leur appartenait. Mais je n'ai pas honte de dire que mon premier instinct n'a pas été la vengeance. C'était la paix. Mes parents sont plus âgés, travaillent encore, se noient encore dans des dettes qu'ils prétendent ne pas exister. Sloan est toujours entre 2 opportunités, de cette manière que seules les personnes avec des filets de sécurité peuvent se permettre. Tran, le mari de Sloan, a le talent de transformer l'argent des autres en ses propres projets. Et j'ai pensé, stupidement, dangereusement, que si je les aidais, quelque chose s'adoucirait. Peut-être que si je leur donnais quelque chose de réel, ils me regarderaient enfin comme un fils au lieu d'un fardeau. Peut-être que si j'achetais la paix, elle serait durable. C'est pourquoi j'ai préparé 3 enveloppes épaisses, du genre qui ne se plient pas facilement. Chacune portait un nom écrit au marqueur noir. Marianne, Graham, Sloan. Je n'ai pas mis « maman » ou « papa ». J'ai mis leur nom parce que, quelque part au fond de moi, je savais qu'il ne s'agissait pas de chaleur. Il s'agissait de conditions. J'ai glissé les enveloppes dans la poche intérieure de mon manteau où ma main pouvait les toucher si j'avais besoin de me rappeler qu'elles étaient là. Pas un cadeau. Une limite. Une dernière limite. J'aimerais pouvoir dire que je ne savais pas ce que je faisais, que je ne comprenais pas à quel point c'était définitif. Mais la vérité, c'est que je le savais. Je ne voulais tout simplement pas l'admettre. En grandissant, Sloan était le miracle, et j'étais l'utilitaire. Elle a 6 ans de plus que moi, ce qui signifie qu'elle a pu être le bébé sur lequel tout le monde s'extasiait pendant que j'étais assez grand pour être utile. Si Sloan pleurait, le monde s'arrêtait. Si je pleurais, j'étais dramatique. Si Sloan voulait des cours de danse, elle les avait. Si je voulais quelque chose, on me disait d'être reconnaissant pour ce que j'avais. Les vacances le rendaient évident.
Sloan ouvrait cadeau après cadeau pendant que les adultes la regardaient jouer la joie comme si c'était un spectacle de talent. Je recevais quelque chose de pratique, puis un sac poubelle et un regard insistant pour nettoyer le papier cadeau. Je n'ai même pas su que c'était mal pendant longtemps. Quand on grandit à l'intérieur d'un système, on pense que c'est juste la gravité. Que c'est comme ça que l'amour fonctionne. On le mérite. On ne le reçoit pas. Evelyne a été la première personne à me le dire à voix haute, la première personne à regarder la dynamique de ma famille et à ne pas en rire. Lors d'un de nos premiers rendez-vous, j'ai mentionné quelque chose que ma mère avait dit à Sloan à mon sujet, et j'ai ri parce que c'est ce qu'on fait quand on a été entraîné à appeler la cruauté une blague. Evelyne n'a pas ri en retour. Elle m'a juste regardé et a dit, « Bowen, ce n'est pas normal. » Je me souviens m'être senti gêné, comme si elle m'avait surpris à faire quelque chose d'enfantin. Puis elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne comme si elle manquerait à une nouvelle réalité. « Tu n'as pas à mériter la gentillesse de base, » a-t-elle dit. Et pendant quelques années avec elle, je l'ai cru. Puis elle est partie. Et j'étais de retour dans le monde où l'amour est assorti de conditions. 2 jours avant Noël, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'étais dans ma cuisine, en train de rincer une tasse, quand il a vibré dans ma paume. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je n'ai pas rappelé tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que chaque numéro inconnu ressemble maintenant à une menace. Peut-être parce que j'en avais marre d'être tiré dans tous les sens par les échéances des autres. 10 minutes plus tard, Sloan m'a envoyé un texto. « Tu es difficile à joindre ces derniers temps. Tu vas bien ?» Les mots ressemblaient à de l'inquiétude. Le timing ressemblait à un couteau. Mon estomac s'est noué, lentement, désagréablement. Il y avait eu une période après la mort d'Evelyne où du courrier allait encore à l'adresse de mes parents, parce que c'était l'adresse sur de vieux formulaires, de vieux papiers d'assurance, de vieux dossiers d'emploi que je n'avais pas pensé à mettre à jour. Il y a des mois, quand j'étais passé chercher quelque chose, j'avais remarqué une enveloppe dans leur pile qui avait l'air officielle, déjà ouverte, puis glissée sous un catalogue. Je m'étais dit que ce n'était pas mes affaires. Je m'étais dit que j'étais paranoïaque. Ce souvenir est remonté maintenant comme une main autour de ma gorge. Avait-il vu quelque chose? Avait-il observé ma vie depuis les coulisses comme si c'était un spectacle? Attendant le moment où l'intrigue se transformerait en argent. Je n'ai pas répondu à Sloan. Au lieu de cela, j'ai rouvert mon application bancaire et j'ai fixé ce chiffre. Un chiffre qui rendrait la voix de ma mère sirupeuse. Un chiffre qui rendrait le sourire de ma sœur plus acéré. Un chiffre qui transformerait les questions de 30 blagues en exigences. J'ai verrouillé mon téléphone et je suis allé vérifier la fermeture éclair du manteau de Leia pour la 3e fois. Si je me concentrais sur les petites choses, je pouvais prétendre que la grande chose n'arrivait pas. Quand il a été temps de partir, Leia a apporté son petit sac cadeau à la porte et l'a tenu à 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile. Ses lèvres étaient serrées. Dans le miroir près de l'entrée, je me suis vu paraître plus vieux que 32 ans. Pas de la belle manière, renard argenté, dont les gens plaisantent, mais de la manière dont le deuil et la responsabilité vous taillent. Je me suis agenouillé et j'ai ajusté l'écharpe de Leia, puis je l'ai regardée dans les yeux. Et, dis-je doucement. Si quelque chose te semble bizarre ce soir, tu restes près de moi, d'accord? Elle a hoché la tête une fois, rapidement et sérieusement. Trop sérieusement pour 7 ans. J'ai attrapé mon manteau. Ma main a frôlé les enveloppes épaisses à l'intérieur. Pendant une seconde, j'ai failli les sortir et les laisser sur le comptoir. J'ai failli choisir d'entrer dans cette maison avec rien d'autre que de bonnes intentions. Puis j'ai pensé au signe de tête silencieux de Leia, au message de ma mère me disant de ne rien commencer, au timing de Sloan avec ce texto, et j'ai glissé les enveloppes plus profondément dans ma poche, comme si je verrouillais une arme jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Nous sommes montés dans la voiture. Les lumières de Charleston se sont estompées à travers le pare-brise comme une carte postale. Les gens étaient dehors, riant, portant des boîtes emballées, vivant à l'intérieur de l'histoire que Noël est censé être. J'ai conduit vers West Ashley, la mâchoire serrée et les épaules raides, comme si mon corps savait déjà qu'il se dirigeait vers un combat. À un feu rouge, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Leia regardait par la fenêtre, serrant son sac cadeau. Sa bouche était une petite ligne. Je me suis dit, juste un dîner, juste quelques heures. Je me suis dit que tout irait bien.
Mais au fond de moi, dans cet endroit où on ne se ment pas, je savais que je pourrais bien entrer dans la maison de mes parents pour la dernière fois en tant que leur fils. Au moment où nous sommes arrivés dans l'allée de mes parents, la maison ressemblait à une carte de Noël. Une lumière jaune et chaude aux fenêtres, une couronne sur la porte, des rennes gonflables sur la pelouse, souriant comme des idiots. Ça aurait été drôle si ça ne m'avait pas rendu malade. Ma famille a toujours été douée pour les apparences. Ils savent comment rendre les choses saines vues de la rue. C'est à l'intérieur que vivent les règles. C'est à l'intérieur qu'on apprend qui compte. Dès que nous avons franchi la porte d'entrée, la hiérarchie nous a frappés comme une odeur. La voix de Marianne est montée d'une octave, comme elle le fait quand elle veut être entendue de tous. Mes bébés, a-t-elle chanté. Et elle ne parlait pas de la mienne. Elle parlait des enfants de Sloan, qui sautaient déjà dans le salon, déchirant les rubans, laissant une traînée de papier cadeau comme des confettis. Marianne les a enveloppés dans une étreinte qui a duré assez longtemps pour être une performance. Son rire était fort, ses mains s'affairant dans leurs cheveux comme si elle auditionnait pour le titre de grand-mère de l'année. Puis elle s'est tournée vers Leia et moi. Son sourire est resté, mais il a changé de température. Elle s'est penchée et a tapoté la tête de Leia, une tape rapide, comme pour vérifier si une lampe fonctionne. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit, et ses yeux ont glissé au-delà de ma fille vers moi, mesurant déjà ce que j'apporterais dans la pièce en plus de ma présence. Leia s'est rapprochée de ma jambe. Sloan est apparue de la cuisine comme si elle avait attendu le moment de notre arrivée. Elle portait une robe pull parfaite et un sourire qui semblait étudié. Le genre qui dit « je suis raisonnable », tandis que ses yeux disent « j'ai déjà décidé que tu as tort ». Elle m'a regardé de haut en bas, puis a regardé Leia. « Oh », a-t-elle dit, la voix légère. Mignon. Très simple. C'était le même mot qu'elle utilise toujours quand elle veut vous faire sentir petit sans paraître cruelle. Simple, comme si une fillette de 7 ans devait être habillée pour un gala. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Je n'ai pas répondu. J'ai embrassé le sommet de la tête de Leia et l'ai guidée vers le salon où elle a immédiatement choisi le coin le plus éloigné du canapé, pas le centre confortable, le coin où elle pouvait se faire toute petite. Ma fille ne s'est pas affalée comme une enfant qui se sent chez elle. Elle s'est perchée comme une invitée qui sait qu'on pourrait lui demander de partir à tout moment. Ça m'a fait plus mal que n'importe quel commentaire que Sloan aurait pu faire. Tran est entré derrière Sloan, tenant un verre comme s'il avait déjà commencé à se détendre dans une maison qui n'était pas la sienne. Il m'a frappé l'épaule d'une tape, avec la familiarité d'un homme qui pense que la proximité équivaut à la permission. « Bowen », a-t-il dit, étirant mon nom comme si c'était une blague. « Regarde-toi, toujours en train de tenir le coup. » Ses yeux ont glissé jusqu'à mes chaussures, puis sont remontés comme s'il lisait mes finances à travers ma tenue. « Les temps sont toujours durs », a-t-il demandé, et il l'a dit avec le même ton que les gens utilisent quand ils demandent si vous êtes toujours dans cette phase où vous ne pouvez pas vous permettre d'être intéressant. Il a gloussé comme s'il avait été malin. Je lui ai fait un sourire poli qui n'a rien atteint en moi. « Nous allons bien », ai-je dit. Les doigts de Leia se sont resserrés sur la poignée de son sac cadeau. Je l'ai regardé le regarder et je pouvais presque voir les petits calculs derrière ses yeux. Ne réagis pas. Ne leur donne pas de raison. Sois sage. Je détestais qu'elle ait ses instincts. Je détestais les comprendre. L'après-midi s'est écoulé de cette manière qu'il le fait toujours chez mes parents. Des conversations anodines avec de petites piques cachées en dessous. Des rires qui ressemblent à des avertissements. Marianne se déplaçait entre la cuisine et le salon comme si elle dirigeait un orchestre, attribuant des tâches sans demander. Sloan flottait à ses côtés comme une assistante réalisatrice. Mon père, Graham, était assis dans son fauteuil avec un match de football à faible volume, hochant la tête à rien, participant juste assez pour être compté comme présent. Il souriait aux petits-enfants. Il ne m'a pas regardé longtemps. Quand il l'a fait, ses yeux ont glissé, comme si le contact visuel était un engagement qu'il ne voulait pas prendre. Leia n'arrêtait pas de demander à aller aux toilettes, même quand je savais qu'elle n'en avait pas besoin. C'était un coup classique d'enfant. Quand ils se sentent dépassés, ils trouvent une excuse pour quitter la pièce. Je l'ai accompagnée dans le couloir la première fois et elle m'a tenu la main trop fort pour une enfant qui allait juste faire pipi. « Ça va ?» ai-je murmuré. Elle a hoché la tête rapidement. « Je peux rester près de toi ?» a-t-elle demandé. « Toujours » ai-je dit, et je le pensais. Quand nous sommes revenus,
j'ai remarqué comment les yeux de Marianne suivaient Leia. Pas avec chaleur, mais avec ce regard irrité que les gens ont quand un enfant ne joue pas le rôle qu'ils veulent. Leia n'était ni bruyante ni impolie. Elle était silencieuse. Mais dans ma famille, le silence n'est pas toujours sûr. Le silence peut être interprété comme de la défiance si la mauvaise personne le décide. J'ai essayé de nous rendre invisibles. J'ai gardé Leia près de moi. J'ai répondu aux questions avec des réponses courtes et neutres. Je n'ai donné à Sloan aucune émotion à déformer. C'était ma stratégie. Les laisser parler. Les laisser se révéler. Parce que j'étais entré dans cette maison avec une suspicion que je ne pouvais pas ébranler. Et chaque minute à l'intérieur la confirmait. La poubelle de la cuisine a été l'élément déclencheur. Marianne m'a demandé d'apporter plus de glace du garage. Et quand je suis revenu par la porte de côté, je suis entré seul dans la cuisine un instant. La pièce sentait la dinde rôtie et la cannelle. Tout semblait parfait. Puis mes yeux ont attrapé quelque chose dans la poubelle. Du papier blanc avec un en-tête net. Le coin était déchiré, comme si quelqu'un avait essayé de détruire juste assez pour prétendre que ce n'était rien. Officiel, légal, le genre de papier qui n'arrive pas avec des coupons. Je l'ai fixé jusqu'à ce que mon estomac se glace. Mon premier instinct a été de prétendre que je n'avais rien vu, parce que confronter Marianne, c'est comme frapper du brouillard. Elle aura l'air blessée, puis offensée, puis elle fera en sorte que ce soit de ma faute si j'ai remarqué. Mais mes mains ont bougé avant que je puisse les arrêter. J'ai tiré le sac poubelle juste assez pour en sortir le papier. La première ligne portait le nom d'un cabinet d'avocats. Pas exactement l'entête de mon avocat, mais assez proche en style pour que mon pouce accélère. Il y avait un numéro de référence, le genre qui apparaît quand quelqu'un suit une réclamation. Le coin était déchiré juste là où mon nom aurait dû être. Je suis resté là, le tenant comme une preuve sur une scène de crime. Marianne est entrée derrière moi, portant un plat, et l'air a changé immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, trop vite, trop joyeusement. J'ai soulevé le papier d'une fraction. « Qu'est-ce que c'est » Son visage n'a pas beaucoup changé, mais sa voix si. Ce petit bégaiement qu'on entend quand quelqu'un doit choisir un mensonge. « Oh, ça » a-t-elle dit avec un rire dédaigneux. « Du courrier publicitaire. »« Des bêtises. »« Jette-le. » Le courrier publicitaire n'a pas de numéro de référence et d'entête d'avocat. Elle a tendu la main comme si elle voulait me le prendre. Je ne l'ai pas laissé faire. Comment est-ce arrivé ici, ai-je demandé, gardant ma voix basse. Bowen, a-t-elle prévenu. Et voilà. Le ton qui signifie, arrête de poser des questions. Ne fais pas ça. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ce qui signifie qu'elle savait exactement ce que c'était. Ce qui signifie qu'elle savait que c'était important. Ce qui signifie qu'elle avait géré mon courrier comme s'il lui appartenait. Mon cœur battait fort dans mes oreilles. J'ai plié le papier et l'ai glissé dans ma poche avec les enveloppes, et les yeux de Marianne se sont fixés sur cette poche comme si elle pouvait voir à travers le tissu. « Je ne sais pas pourquoi tu fais toute une histoire pour rien » a-t-elle dit. Je l'ai regardée. J'ai failli rire. Elle avait dit la même phrase toute ma vie. Chaque fois que je pointais une fissure dans la famille et que je l'appelais par son nom. Je suis sorti de la cuisine sans répondre. Mes mains étaient stables. Mon intérieur ne l'était pas. Dans le couloir, je suis allé accrocher nos manteaux au porte-manteau. Leia était à côté de moi, observant le salon comme si elle suivait un danger. C'est là que j'ai entendu la voix de Sloan venant du coin, assez basse pour qu'elle pense que je ne pouvais pas l'entendre, assez aiguë pour que je le fasse. « Ce soir, on doit boucler ça » a-t-elle dit. « Ne le laisse pas nous filer entre les doigts. » Tran a gloussé doucement, comme si c'était un jeu. « Il ne le fera pas » a-t-il dit. « Il est prévisible. » Boucler ça. Filer entre les doigts. Ce ne sont pas des mots qu'on utilise pour des sentiments familiaux. Ce sont des mots qu'on utilise pour un accord, une vente, un contrat. Ma peau s'est tendue. J'ai tourné légèrement la tête, juste assez pour les voir à travers l'espace entre le couloir et la porte de la cuisine. Sloan était appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone. Tran se tenait près d'elle, hochant la tête comme un homme écoutant un plan. Leurs visages n'étaient pas en colère. Ils étaient concentrés,
comme si c'était de la logistique. Je ne les ai pas confrontés. Pas encore. J'ai laissé la chaleur dans ma poitrine se transformer en quelque chose de plus froid. J'ai ajusté le manteau de Leia sur le crochet comme si je n'avais rien entendu. Puis, en retournant vers le salon, je suis passé devant le bureau de mon père. La porte était habituellement fermée. C'était l'espace sacré de Graham. La pièce dans laquelle je n'étais jamais censé entrer enfant, sauf si j'étais convoqué. Cette porte était maintenant entr'ouverte, juste d'1 centimètre. À travers ce centimètre, j'ai vu une épaisse pile de papier sur le bureau et un stylo placé parfaitement dessus, comme si quelqu'un l'avait arrangé pour une photo. Pas une pile désordonnée. Pas du courrier au hasard. Un ensemble en attente. Ma bouche est devenue sèche. Les gens ne posent pas un stylo comme ça à moins de s'attendre à ce que quelqu'un signe. Je ne suis pas entré. Je n'ai rien touché. Mais l'image s'est gravée dans mon esprit. Ma mère avait un papier légal déchiré dans la poubelle. Ma sœur parlait de « boucler » l'affaire. Le bureau de mon père était mis en scène comme pour une cérémonie de signature. Et j'étais entré dans cette maison en pensant que je pouvais offrir à ma fille un Noël normal. J'ai senti le vieil instinct de me conformer monter en moi, ce réflexe d'arrondir les angles, de garder la paix. Puis j'ai regardé Leia debout dans le couloir, les épaules légèrement voûtées comme si elle essayait de disparaître. Ce réflexe est mort. J'ai ajusté ma stratégie en temps réel. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas me défendre. J'allais les laisser montrer leur jeu. J'ai glissé les 3 enveloppes épaisses plus profondément dans la poche de mon manteau pour qu'elles reposent contre mes côtes, près de mon cœur. Non pas parce qu'elles étaient sentimentales, mais parce qu'elles étaient le contrôle, le seul contrôle qu'il me restait dans cette maison. Je me suis dit, s'ils essaient de présenter ça comme des limites, je leur montrerai ce que sont de vraies limites. S'ils essaient de me faire honte, je resterai calme. S'ils essaient de me faire supplier, je ne le ferai pas, parce que ma fille regarde. Le salon s'est rempli à mesure que le soleil se couchait. Plus de nourriture est sortie. Plus de bruit. Marianne a appelé tout le monde à table comme si elle appelait des acteurs à leur marque. Sloan a pris sa place en face de moi, souriant comme si elle avait déjà gagné. Trans est assis à côté d'elle, son genou rebondissant avec une confiance agitée. Graham s'est assis en bout de table, silencieux comme toujours. Leia s'est assise près de moi, ses petites mains jointes, les yeux sur son assiette. J'ai posé ma main sur sa cuisse sous la table, une pression constante destinée à dire « Je suis là ». Elle a sursauté au début, puis s'est détendue en réalisant que c'était moi. Sloan a levé son verre et a ri à quelque chose qu'un de ses enfants a dit, et pendant une seconde, la scène a presque semblé normale, presque. Puis elle a posé sa fourchette doucement, comme si elle posait un marteau sur un banc. Sa voix était calme. Trop calme. Avant de manger, a-t-elle dit, il y a quelques affaires de famille sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. La jambe de Leia a tremblé sous ma main. Je l'ai sentie à travers ses collants, comme un pouls. J'ai gardé un visage neutre. J'ai inspiré lentement. J'ai pensé au stylo mis en scène dans le bureau de Graham. J'ai pensé à l'entête déchirée dans la poubelle de Marianne. J'ai pensé aux mots de Sloan. Bouclez ça. Ne le laisse pas nous filer entre les doigts. Et j'ai su que le vrai dîner n'avait même pas encore commencé. La voix de Sloan est tombée sur la table comme un couvercle qui se referme. Avant de manger, a-t-elle dit, il y a quelques affaires de famille sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. La dinde trônait au centre comme un accessoire, dorée et brillante, de la vapeur s'élevant encore. La belle vaisselle de Marianne était alignée comme si nous allions vivre un moment à la Norman Rockwell. Mais rien dans cette pièce ne semblait chaleureux. Tout semblait mis en scène. Sloan était assise juste en face de moi. Posture parfaite, mains jointes, l'image de l'autorité calme. Marianne s'est placée à côté d'elle comme un témoin fidèle. Graham occupait le bout de la table avec le regard distant d'un homme qui préférerait négocier avec de la purée de pommes de terre plutôt qu'avec ses propres enfants. Tran était adossé à sa chaise, les membres détendus et confiants, un sourire se formant déjà comme s'il sentait un spectacle arriver. Leia était assise à ma droite, si petite à cette longue table que ça semblait déplacé, comme si on avait mis une chaise d'enfant dans une pièce construite pour que les adultes dominent. J'ai gardé ma main posée sur sa cuisse sous la table. Une pression constante, un point d'ancrage.
Je n'ai pas regardé Sloan en premier. J'ai regardé ma fille. Ses yeux étaient baissés, pas un regard endormi, un regard d'évasion. Elle avait commencé à trier les petits pois en une ligne minuscule, puis à casser la ligne et à recommencer, ses petits doigts bougeant avec une précision minutieuse, comptant sans compter à voix haute. Un problème de maths silencieux pour empêcher son esprit d'entendre ce que son cœur craignait déjà. Marianne a commencé avec la lame douce. Bowen, a-t-elle dit, traînant mon nom à travers un sourire. Tu as l'air fatigué. La façon dont elle l'a dit faisait de la fatigue un échec moral, comme si j'avais choisi le deuil pour attirer l'attention. Longue journée, a gloussé Tran avant que je ne réponde. Ou longue année. Il a levé son verre et a bu une lente gorgée, les yeux sur moi comme s'il attendait que je bronche. Sloan a incliné la tête vers la robe de Leia. Mignonne, a-t-elle dit. Très simple. Simple. Encore une fois, comme si la valeur de ma fille pouvait se mesurer en paillettes. J'ai senti une chaleur monter derrière mes côtes, chaude et rapide. Le vieil réflexe de me défendre, d'expliquer, de mériter la pitié. Je l'ai ravalé. Nous allons bien. J'ai dit les deux mêmes mots que j'utilisais depuis des mois. Bien, est ce que vous dites quand vous ne pouvez pas vous permettre la vérité. Marianne a soupiré comme si je l'avais déçue en n'étant pas plus divertissant. Eh bien, a-t-elle dit, nous voulons juste que ce soir soit agréable. Agréable. Son mot préféré pour le silence, pour la conformité, pour que je ne gâche pas l'histoire qu'elle prévoyait de raconter plus tard sur son parfait Noël en famille. La fourchette de Sloan a cliqué contre son assiette, un petit son qui a quand même réussi à faire taire la pièce. Ne tournons pas autour du pot, a-t-elle dit. Ça a été beaucoup. Elle a fait une pause, puis a ajouté, et maman et papa sont d'accord. Elle ne les a pas regardés en le disant. Elle n'en avait pas besoin. Leur soutien était implicite par leur immobilité. Graham n'a pas levé les yeux. Marianne n'a pas protesté. Tran a hoché la tête à rien, comme un homme approuvant un ordre du jour. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce genre de conversation. Celle où je n'ai pas le droit d'avoir des sentiments, et si j'en ai, on me traite de dramatique. Celle où les limites sont quelque chose que les autres m'imposent, pas quelque chose que j'ai le droit d'imposer en retour. Qu'est-ce que vous faites, ai-je demandé doucement, gardant ma voix basse pour le bien de Leia. Le sourire de Sloan s'est élargi d'une manière qui n'était pas de la chaleur. C'était de la certitude. Nous avons tous décidé, a-t-elle dit, qu'il est préférable que tu partes. J'ai cligné des yeux une fois, comme si mon corps achetait du temps. Partir, ai-je répété. Comme. Partir de la table, a ricané Tran. Les lèvres de Marianne ont tressailli comme si elle essayait de ne pas rire. Sloan s'est adossé et a croisé les bras. Quitte la maison, a-t-elle dit. Et ne reviens pas. Les mots étaient propres, répétés, livrés comme une réplique qu'elle avait pratiquée devant le miroir. Les doigts de Leia ont cessé de bouger. Elle a levé la tête juste assez pour me regarder, les yeux grands ouverts mais secs, comme si elle avait appris que les larmes n'aident pas dans cette pièce. Marianne est intervenue immédiatement, incapable de laisser Sloan avoir les projecteurs plus de 2 secondes. Noël est tellement mieux sans toi, a-t-elle dit, presque doucement, comme si elle parlait d'un parfum de bougie qu'elle n'aimait pas. La pièce est devenue silencieuse de cette manière épaisse et délibérée que les familles ont lorsqu'elles attendent que quelqu'un supplie. Quand elles attendent que je supplie. J'ai regardé Graham pendant une seconde. Juste une seconde. J'ai cru qu'il allait le faire. Qu'il allait s'éclaircir la gorge. Dire, attendez. Dire, ça suffit. Dire quelque chose qui ferait de lui un père au lieu d'un meuble. Il ne l'a pas fait. Il a fixé son assiette comme si la sauce était devenue fascinante. Son silence a atterri comme un tampon. Approuvé. Final. Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré, pas bruyamment, pas dramatiquement, silencieusement, poliment, comme on m'avait appris à me briser. J'avais 2 choix. Je pouvais faire le vieux numéro. Je pouvais plaider. Je pouvais expliquer mes finances, mon deuil, mon épuisement. Je pouvais leur rappeler qu'Evelyn était morte, que j'élevais Leia seule et que je faisais de mon mieux. Je pouvais essayer de gagner une place à une table qui m'avait toujours traité comme un invité. Ou je pouvais arrêter d'auditionner. J'ai posé ma fourchette.
Le métal a touché l'assiette avec un léger cliquetis qui a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Je me suis tourné vers Leia et j'ai gardé ma voix calme, presque douce. Chérie, ai-je dit, peux-tu aller chercher ton manteau et ton petit sac à dos? Les sourcils de Marianne se sont levés. Sloan avait l'air satisfaite, comme si je venais de prouver qu'elle avait raison. Le sourire de Tran s'est élargi, prêt pour le spectacle. Leia n'a pas hésité. Elle a glissé de sa chaise et s'est dirigée vers le couloir avec la vitesse silencieuse d'une enfant qui attendait la permission de s'échapper. Cela m'a frappé plus fort que tout le reste. Ma fille était soulagée de partir. Elle portait ce malaise depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Dès qu'elle a disparu au coin du couloir, la pièce a changé comme une scène qui change de décor. Sloan a expiré comme si une tâche avait été accomplie. Bien, a-t-elle dit. Ça règle la question. Tran s'est adossé et a poussé un petit soupir satisfait. Marianne s'est tamponné la bouche avec sa serviette, l'image du sang-froid. Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire, m'a-t-elle dit, comme si c'était moi qui causais du tort. Je les ai tous regardés, et j'ai senti mon visage faire quelque chose que je n'avais pas prévu. Il a souri, pas un sourire amical. Le genre de sourire que vous faites quand vous réalisez que vous avez essayé de gagner un jeu truqué. D'accord, ai-je dit. Les épaules de Sloan se sont détendues, la suffisance s'installant. Enfin, a-t-elle murmuré. Je me suis levé lentement, repoussant ma chaise. Les pieds ont gratté le sol et je pouvais sentir Tran me regarder comme s'il attendait une crise de colère, attendant le moment où il pourrait pointer du doigt et dire, tu vois, c'est pour ça qu'on a mis des limites. Je ne lui ai pas donné ça. Je me suis dirigé vers la porte de la cuisine et je me suis arrêté. Mon manteau était toujours sur ma chaise. La poche intérieure pressée contre mon flanc, 3 enveloppes épaisses, lourdes comme des choix. Je suis entré dans la cuisine et je suis allé directement au placard près du bout du comptoir, celui que Marianne gardait pour les plats de service et les plateaux de fête. Plus tôt, alors que tout le monde était occupé dans le salon, j'avais glissé les enveloppes derrière une pile de ces plateaux, cachés comme un secret que je n'étais pas sûr de mériter. Je m'étais dit que j'attendais le bon moment. Il s'est avéré que le bon moment était celui où ils ont dit à mon enfant qu'elle n'avait pas sa place. J'ai tendu la main et je les ai sortis. 3 morceaux de papier épais et net à l'intérieur d'enveloppes épaisses, chacun étiqueté au marqueur noir comme une pièce à conviction. Marianne. Graham. Sloan. Je les ai posés sur le comptoir en une rangée nette. De la manière dont on pose quelque chose de fragile qui peut encore couper. Sloan m'a suivi, la curiosité remplaçant la suffisance. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle demandé. Tran s'est penché derrière elle. Ce sont des cartes, a-t-il ricané. Marianne a carrément ri, un petit rire sec comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. Comportement ridicule, a-t-elle marmonné, puis s'est reprise comme si elle avait failli utiliser le mauvais nom pour le rôle que j'avais joué toute ma vie, celui du dramatique. Graham se tenait dans l'embrasure de la porte, enfin attentif. Si tu essaies de nous faire culpabiliser, a-t-il dit sèchement, ne le fais pas. J'ai rencontré son regard pour la première fois de la soirée. Oh, ai-je dit, toujours souriant. Ce n'est pas de la culpabilité. J'ai tapoté légèrement l'enveloppe du bout du doigt. Ce sont juste des conséquences. La mâchoire de Sloan s'est contractée. Tu crois qu'on a besoin de tes cadeaux, a-t-elle lancé. Tu crois qu'on va regretter la petite chose pathétique que tu as apportée? Tran a ri trop fort. Ouais, Bowen, a-t-il dit. Tu n'es pas exactement le Père Noël. Marianne a agité la main. C'est ridicule, a-t-elle dit. Tu prouves ce qu'on dit. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai pris l'enveloppe étiquetée, Marianne, et je l'ai déchirée en 2, bien droit. Le bruit du déchirement était doux, mais dans cette cuisine, il a résonné comme un coup de feu. Le rire de Marianne est mort en plein milieu. Bowen, a-t-elle prévenu, sa voix changeant. J'ai pris l'enveloppe étiquetée, Graham, et je l'ai déchirée ensuite, lentement et proprement, comme si je lui rendais son silence sous une forme qu'il ne pouvait ignorer. Le visage de Graham s'est contracté, quelque chose comme de la panique vacillant derrière ses yeux avant qu'il ne l'écrase. Tran a arrêté de rire. Il s'est redressé un peu, comme si son cerveau avait enfin compris. Sloan s'est approché, les yeux fixés sur les bords déchirés. Arrête ça, a-t-elle sifflé.
Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. J'ai pris l'enveloppe étiquetée « Sloan ». Et cette fois, je n'ai pas hésité du tout. Je l'ai déchiré d'un mouvement décisif et j'ai posé les morceaux en 3 piles nettes, une pour chacun d'eux, comme des offrandes qu'ils ne méritaient pas. Il y a eu un temps de silence où personne n'a bougé. Puis Tran a éclaté d'un rire qui sonnait forcé et faux. D'accord, a-t-il dit. C'est de la folie. La voix de Sloan est devenue tranchante. Tu es déséquilibré. C'est exactement pour ça qu'on a dit. Marianne a secoué la tête lentement, comme si elle regardait un étranger. Tu vois, a-t-elle murmuré. Tu vois à quoi on a affaire. Je me suis retourné et j'ai marché vers le couloir. Leia se tenait là, déjà dans son manteau, son minuscule sac à dos sur les épaules, ses mains jointes devant elle comme si elle était prête pour un exercice d'incendie. Elle m'a regardé avec de grands yeux, mais elle n'avait pas l'air surprise. C'est la partie qui m'a fait le plus mal. J'ai pris sa main. On s'en va, ai-je dit doucement. Nous sommes sortis par la porte d'entrée et l'air froid m'a frappé le visage assez fort pour me réveiller. En descendant les marches du porche, j'ai jeté un coup d'œil en arrière par la fenêtre sans le vouloir. Ils étaient toujours dans la cuisine, fixant le comptoir, et puis je l'ai vu. Marianne s'est penchée en avant et a ramassé un morceau déchiré, ses doigts tremblants. Graham s'est approché, la bouche légèrement ouverte. Sloan a saisi un morceau et a commencé à l'assembler comme un puzzle, frénétiquement. Leurs visages ont changé en temps réel, de suffisant à confus, de confus à pâle, de pâle à paniqué. La bouche de Marianne s'est ouverte en grand. Je ne pouvais pas l'entendre au début à travers la vitre. Puis la porte d'entrée s'est ouverte brusquement derrière nous. Bowen. La voix de Marianne s'est brisée, soudainement, crue. Des pas ont martelé le porche, rapides et maladroits. Attends, a hurlé Sloan, pieds nus sur le trottoir froid. Attends, reviens. La voix de Tran a beuglé derrière eux, comme s'ils pensaient que le volume pouvait défaire ce que le papier ne pouvait pas. Attends un peu, mec. Graham sonnait différemment, lui aussi. Pas silencieux, pas résigné. Bowen, a-t-il appelé. Arrête. Arrête-toi et parle. La main de Leia s'est resserrée dans la mienne alors que nous atteignions la voiture. J'ai ouvert la portière passager pour elle, tenant toujours sa main jusqu'à ce qu'elle soit à l'intérieur. Marianne s'est précipitée de mon côté de la voiture, les yeux hagards. S'il te plaît, a-t-elle pleuré. S'il te plaît, tu ne peux pas, Sloan s'est faufilé à côté d'elle, son souffle formant de la buée. Répare ça, a-t-elle exigé. Puis sa voix s'est brisée. Répare ça, c'est tout. Graham se tenait à quelques mètres en arrière, la poitrine haletante, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Tran planait derrière eux, soudainement incertain, comme un tyran qui réalise que l'enfant qui l'a bousculé a quelque chose de tranchant dans sa poche. 5 minutes plus tôt, il m'avait dit que Noël était mieux sans moi. Maintenant, il me suppliait d'annuler quelque chose qu'il ne pouvait même pas dire à voix haute. J'ai glissé dans le siège du conducteur. Leia regardait droit devant elle, pâle sous la lumière du tableau de bord. Le téléphone dans ma poche a de nouveau vibré, comme si la maison elle-même essayait de m'atteindre à travers le tissu et de me rattraper. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas baissé la vitre. Je ne leur ai pas fait de discours. J'ai juste reculé de l'allée et je suis parti, tandis que leurs silhouettes rapetissaient dans le rétroviseur, les bras agités, les bouches en mouvement, le parfait Noël en famille se brisant derrière eux dans une chaude lumière jaune. L'autoroute nous a avalés rapidement. Charleston s'est effacé en arbres sombres et en lampadaires épars, la pluie commençant comme une fine brume qui étalait le monde en traînées douces. Les essuie-glaces battaient la mesure comme un métronome. Je gardais les 2 mains sur le volant et les yeux rivés sur la route, car si je regardais Leia trop longtemps, je risquais de ne pas pouvoir garder ma voix stable. Mon téléphone vibrait dans ma poche comme un insecte piégé, sans arrêt. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas sorti. Chaque sonnerie ressemblait à un crochet. Chaque vibration ressemblait à des doigts s'agrippant à ma cheville. Je n'allais pas les laisser nous ramener dans cette maison. Pas ce soir. Jamais. Papa. La voix de Leia était douce, presque absorbée par le bourdonnement de la route. Je l'ai regardée sans trop tourner la tête. Elle était assise avec son sac à dos sur les genoux comme une armure. Son manteau était zippé jusqu'en haut.
Ses petites mains étaient jointes, les jointures blanches. Oui, ma chérie, ai-je dit. Il y a eu une pause, et je pouvais l'entendre essayer de bien formuler ses mots. On va où? La question aurait dû être simple. Elle m'a frappé comme un coup de poing malgré tout, parce que je ne savais pas. La maison était à 2 heures de route en direction de Mount Pleasant. J'avais prévu de rester chez mes parents pour la nuit. C'était tout le plan. Le réveillon de Noël ensemble, dormir là-bas, se réveiller avec des pancakes, et essayer de donner à Leia les vacances qu'elle méritait. Maintenant, ce plan était en cendres, et je conduisais dans une obscurité humide avec une fillette de 7 ans qui venait de voir sa grand-mère sourire en disant que Noël était mieux sans elle. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. On va trouver un endroit où dormir, ai-je dit prudemment. Juste pour ce soir. Leia a hoché la tête une fois, comme si elle s'attendait à cette réponse, comme si elle s'était déjà adaptée. Cela m'a brûlé la gorge. J'ai conduit jusqu'à ce que les panneaux de sortie commencent à me paraître familiers d'une autre manière. Pas familiers comme à la maison, juste familiers de manière pratique. Un hôtel près de l'autoroute, pas un motel miteux avec des lumières clignotantes, mais un vrai endroit avec un hall lumineux et un parking propre. Je voulais de la chaleur. Je voulais de la sécurité. Si je ne pouvais pas donner à ma fille une famille aimante ce soir, je pouvais au moins lui donner une porte qui se verrouille et un lit qui n'était pas dans une maison où elle devait mériter la permission d'exister. Le hall sentait le café et le nettoyant au pain. Un arbre de Noël se tenait dans un coin avec des lumières blanches douces. La femme à la réception a souri quand elle a vu Leia. Pas le sourire crispé que ma mère utilise quand elle est en représentation. Un vrai sourire, comme si elle était sincèrement heureuse qu'une enfant soit entrée dans sa nuit. « Salut toi », a-t-elle dit à Leia. « Tu veux un chocolat chaud ou du lait ?» Leia a cligné des yeux, surprise par la question, comme s'il ne lui était pas venu à l'esprit qu'un adulte puisse lui offrir quelque chose sans lui faire sentir que c'était une faveur qu'elle devait rembourser. « Chocolat chaud », a-t-elle murmuré. La femme a ri doucement. « Chocolat chaud, alors ?» Elle a fait glisser une petite tasse sur le comptoir et a ajouté un sucre d'orge. Je l'ai remerciée, ma voix sortant rauque. Nous avons eu une chambre avec 2 lits. Quand la porte s'est refermée derrière nous, le silence était différent de celui de la maison de mes parents. Pas lourd, pas en attente, juste calme. Leia a enlevé ses chaussures et a grimpé sur l'un des lits comme si elle avait retenu sa respiration toute la journée. Je me suis assis sur le bord de l'autre lit et j'ai regardé mes mains, m'attendant encore à moitié à y trouver une fourchette, sentant encore à moitié le poids de ces enveloppes contre mes côtes. Pendant 1 minute, aucun de nous n'a parlé. Puis Leia a dit très doucement, comme si elle avouait quelque chose qu'elle avait eu peur d'admettre. « Mamie ne m'aime pas. » J'ai senti quelque chose se serrer fort derrière mes yeux. « Leia », ai-je commencé automatiquement, cherchant la phrase d'adulte. Le mensonge protecteur. « Ce n'est pas vrai. »« Si, c'est vrai », a-t-elle dit, pas en colère, juste certaine. Elle aime les enfants de Sloan. Elle a fait une pause, puis s'est corrigée comme si elle avait compté les preuves. Elle les aime plus. La tasse de chocolat chaud réchauffait mes mains. Elle ne réchauffait pas la pièce. Pourquoi tu penses ça, ai-je demandé, forçant ma voix à rester calme. Leia a haussé une épaule. Le genre de haussement d'épaule que font les enfants quand ils ont déjà accepté l'injustice et essaient juste de la cartographier. Elle les serre dans ses bras en premier, a-t-elle dit. Elle leur donne les bons cadeaux. Elle dit leur nom avec une voix joyeuse. Elle a baissé les yeux sur la couverture, tirant sur un fil lâche. Quand elle dit mon nom, c'est comme quand on appelle le chien pour qu'il bouge. Les mots ont atterri et sont restés là, laid et vrai. J'ai eu envie de retourner là-bas et de briser chaque couronne sur cette porte d'entrée. J'ai eu envie d'entrer dans cette cuisine et de les forcer à le dire à voix haute. Oui, nous avons traité une enfant comme si elle était gênante. Au lieu de cela, j'ai pris une lente inspiration et j'ai pris la main de Leia. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Leia m'a regardé, les yeux fixes. Je sais, a-t-elle dit. Et puis sa voix est devenue plus petite. Mais je n'aime pas ça quand même. J'ai serré sa main. Moi non plus, ai-je murmuré. J'ai essayé de lui donner quelque chose de mieux que du réconfort, quelque chose de vrai. Tu n'as jamais à faire en sorte que les gens t'aiment en étant silencieuse, lui ai-je dit.
Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter l'amour. Tu peux être bruyante. Tu peux être désordonnée. Tu peux être toi. Léa m'a regardé pendant un long moment, comme si elle testait si les mots étaient réels. Puis elle a dit la phrase qui m'a brisé. Mais toi, si, a-t-elle dit. Tu le fais tout le temps. Je suis resté immobile. Parce qu'elle n'avait pas tort. Les enfants ne manquent pas les schémas. Ils les absorbent. Ils regardent qui s'excuse en premier. Ils regardent qui est blâmé. Ils regardent qui avale la douleur et l'appelle la paix. J'avais avalé la douleur toute ma vie. Je le lui avais appris sans le vouloir. Ma poitrine s'est serrée jusqu'à me faire mal. Léa, ai-je dit, et ma voix a tremblé malgré tous mes efforts. Je suis désolé. Elle a cligné des yeux, confuse. Pourquoi? Je l'ai prise dans mes bras, son petit corps chaud et léger contre le mien. Parce que je t'ai laissé voir ça, ai-je murmuré dans ses cheveux. Je t'ai laissé t'asseoir à cette table et sentir que tu devais disparaître. Ses petits bras se sont enroulés autour de mon cou, me faisant confiance. De toute façon. Cette confiance m'a anéanti. On peut regarder un film, a-t-elle demandé après un moment, sa voix étouffée contre mon épaule. La demande la plus simple du monde. Une demande d'enfant. Une demande normale. C'était comme une bouée de sauvetage. Oui, ai-je dit, essuyant mon visage avec le dos de ma main quand elle ne regardait pas. On peut regarder tout ce que tu veux. Nous avons mangé des snacks de distributeur automatique sur le lit et regardé un film de Noël où tout le monde apprend le sens de la famille. Léa a ri au passage stupide. J'ai ri aussi, mais ça sonnait creux, comme si mon corps ne se souvenait plus comment faire. Mon téléphone était posé sur la table de nuit, vibrant jusqu'à la mort. Marianne, Sloan, Tran. Les appels s'empilaient, les messages vocaux s'accumulaient. Je les ignorais tant que Léa était réveillée. Je ne voulais pas de leur voix dans cette pièce. Je ne voulais pas que leur panique se mélange au chocolat chaud et au rire de dessin animé de ma fille. Quand Léa s'est finalement endormie, étalée de côté comme une étoile de mer, je suis resté assis dans le noir avec la télé en sourdine et j'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Il a de nouveau vibré. J'ai répondu, parce qu'à un moment donné, on ne peut esquiver que jusqu'à ce que la chose qu'on esquive devienne un autre type de danger. Allô, ai-je dit doucement. Bowen. La voix de Marianne a explosé dans mon oreille. Trop vive, trop aiguë, comme si elle avait pleuré et essayait de le cacher. Oh, Dieu merci. Où êtes-vous? Vous êtes en sécurité? Léa va bien? L'inquiétude a duré exactement le temps qu'il lui a fallu pour réaliser que j'écoutais. Nous allons bien, ai-je dit sèchement. Bowen, s'il te plaît, s'est-elle empressée de dire. On ne le pensait pas. Tu sais qu'on ne le pensait pas. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Sloan, aiguë et furieuse. Dis-lui de revenir. Une autre voix. Graham, basse et tendue. Mets-le sur haut-parleur. Marianne a hésité. Puis j'ai entendu le clic. Bowen, a dit Graham, et son ton m'a tordu l'estomac. Pas des excuses. Un ordre. C'est ridicule. Reviens ici et règle ça. Sloan a coupé. Ouais, arrête de te comporter comme un martyr. Tu gâches Noël. Tran a ri en arrière-plan, un son court et cassant. Mec, annule ça, c'est tout, a-t-il dit, comme si j'avais cassé un jouet et que je devais le remonter. J'ai regardé ma fille dormir sous une couverture d'autel et j'ai senti quelque chose en moi devenir froid et stable. Vous avez déjà gâché Noël, ai-je dit doucement. Vous m'avez dit de partir et de ne jamais revenir, avec mon enfant assise juste là. Les émotions étaient vives, a dit Marianne rapidement. Tu sais comment est ta sœur. Je le sais, ai-je dit. Je sais exactement comment est Sloan, et je sais exactement comment tu es. Silence, bref et chargé. Puis Sloan a craqué. Ne fais pas ça. Ne parle pas comme si tu étais au-dessus de ça. Je suis venu pour donner, ai-je dit. Et les mots avaient un goût étrange parce que je n'avais pas l'intention de les dire à voix haute. Je ne suis pas venu vous demander quoi que ce soit. Je suis venu vous aider, et vous m'avez traité comme si j'étais venu mendier. Le souffle de Sloan s'est coupé, à peine.
La voix de Graham s'est élevée. Ce que tu as fait était malsain. On ne déchire pas quelque chose pour s'en aller. Tu peux le refaire. Tu peux l'écrire à nouveau, tout de suite. Voilà. Pas d'excuses. Pas de questions sur Leia. Une exigence. Refais-le. Écris-le à nouveau, tout de suite. La voix de Marianne s'est brisée. Bowen. S'il te plaît. S'il te plaît, juste. Juste répare ça. J'ai pris une lente inspiration. Non, ai-je dit. Le mot est sorti calme, presque doux, ce qui m'a même surpris. Pas ce soir. Pas après ce que vous avez dit. Bowen, a murmuré Marianne, la panique épaisse. S'il te plaît. Non, ai-je répété. Et cette fois, c'était comme une porte qui se verrouille de l'intérieur. Bonne nuit. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone face contre table. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des mois. Dehors, les voitures sifflaient sur le pavé mouillé. À l'intérieur, ma fille dormait, en sécurité. Et quelque part dans la maison de mes parents, ils regardaient des morceaux de papier déchirés et réalisaient qu'ils n'avaient pas supplié pour leur fils. Ils avaient supplié pour ce qu'ils pensaient qu'il valait. Le matin est arrivé trop vite. Les rideaux d'hôtel ne bloquent jamais complètement la lumière, et la fine bande grise le long du bord de la fenêtre semblait forcer mes yeux à s'ouvrir avant que je sois prêt. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où nous étions. Oublié l'allée, le papier déchiré, les cris. Puis Leia a bougé dans son lit, a soupiré dans son sommeil, et tout est revenu en place avec un bruit sourd. Je me suis levé doucement, j'ai enfilé les vêtements de la veille et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les voitures se déplacer sur le parking mouillé comme si rien au monde n'avait changé. C'est ça qui est étrange avec les retombées. C'est toujours personnel. Le reste du monde continue. J'ai réveillé Leia doucement, gardant ma voix douce, neutre, comme si c'était juste un autre matin d'école. Elle s'est assise sans se plaindre, s'est frotté les yeux et a demandé si elle pouvait porter son sweat à capuche au lieu de la robe qu'elle avait portée la veille. J'ai dit oui immédiatement. Je n'avais pas besoin qu'elle porte quoi que ce soit qui lui rappelle cette table. Nous avons rendu la chambre, la même femme à la réception, et nous avons repris la route. Je n'ai pas beaucoup parlé pendant le trajet. Je ne me faisais pas confiance pour le faire. Leia fredonnait doucement avec la radio, puis est redevenue silencieuse, sa main posée sur la poignée de la portière comme si elle avait besoin de savoir où se trouvait la sortie. Quand nous nous sommes arrêtés devant son école, tout semblait douloureusement normal, des parents en doudoune, des enfants avec des sacs à dos trop grands pour eux, une bannière souhaitant à tous de joyeuses fêtes. Leia a traîné plus longtemps que d'habitude avant de sortir de la voiture. Elle s'est penchée et m'a serré fort autour du cou. « Tu seras là » a-t-elle dit. Pas une question, une affirmation qu'elle avait besoin d'entendre à voix haute. « Je serai juste là » ai-je dit. Elle a hoché la tête, puis a hésité, puis a finalement marché vers les portes sans se retourner. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. C'est seulement à ce moment-là que je me suis permis de respirer. Le premier appel est arrivé avant même que je démarre le moteur, un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Une tante du côté de mon père. Bowen, a-t-elle dit sans salutation, la voix déjà lourde de jugement. Que s'est-il passé hier soir? Ta mère pleurait. J'ai fermé les yeux. Bonjour à toi aussi, ai-je dit. Elle a soufflé. Ce n'est pas drôle. La famille, c'est la famille. Tu ne peux pas juste partir en claquant la porte et humilier tes parents. Voilà, la version de l'histoire déjà entièrement formée. Je n'ai rien dit. Elle a rempli le silence de sa propre certitude. Tu dois t'excuser. J'ai mis fin à l'appel. Un autre a sonné immédiatement. Un cousin, puis un autre. Les messages ont commencé à s'accumuler. J'ai entendu que tu as fait pleurer ta mère. J'ai entendu que tu as pété les plombs. J'ai entendu que tu as embarrassé tout le monde. Chacun suivait le même script. Pas de questions, pas de curiosité, juste des conclusions. J'ai réalisé avec une clarté glaciale que ce n'était pas un filet de ragots. C'était une libération. Quelqu'un avait ouvert une vanne et l'histoire se déversait rapidement, déjà façonnée, déjà encadrée. Au moment où je suis retourné à Mount Pleasant,
mon téléphone semblait plus lourd que mon portefeuille ne l'avait jamais été quand je comptais les dollars. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, j'ai enlevé mes chaussures et je suis resté debout dans mon appartement silencieux tandis que les vibrations continuaient. Le silence de la pièce rendait les voix plus fortes dans ma tête. J'ai vérifié à nouveau mon téléphone et j'ai vu une notification qui m'a fait mal à l'estomac. Sloan avait posté. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je suis resté là, à fixer l'écran comme s'il allait me mordre. Puis je l'ai ouverte. La photo était parfaite. Sloan debout dans le salon de mes parents, l'arbre brillant derrière elle, le bras de Tran autour de sa taille. Marianne en arrière-plan, tenant une tasse comme dans une publicité de style de vie. La légende était longue, soigneusement écrite. Elle parlait de limites, de conversations difficiles, de la difficulté d'aimer quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités. Elle n'a pas utilisé mon nom au début. Elle a laissé les gens se pencher. Puis elle l'a fait. Bowen est arrivé hier soir en cherchant de la sympathie, a-t-elle écrit. Quand nous avons finalement fixé des limites saines, il a mal réagi et est parti en claquant la porte. Des limites saines. J'ai failli rire. Puis elle est allée à la partie qu'elle savait qui collerait. Et oui, avant que quiconque ne demande, a-t-elle écrit, Bowen a récemment reçu un très gros versement lié au décès d'Evelyn et a quand même refusé d'aider nos parents. Certaines personnes préfèrent punir leur propre famille plutôt que d'agir comme un être humain décent. J'ai senti mes mains devenir froides. Elle l'avait fait. Elle avait pris la mort de ma femme et l'avait transformée en un test moral que j'étais censé échouer. Elle avait présenté mon refus d'être contrôlé comme de la cupidité. Elle s'était assurée que quiconque lisait en viendrait à penser que j'accumulais l'argent du sang pendant que mes pauvres parents souffraient. Les commentaires affluaient déjà. Si triste. Je prie pour vos parents. La famille, c'est tout. Je me suis toujours posé des questions sur lui. Pauvre Marianne. J'ai posé le téléphone comme s'il me brûlait. Ma poitrine était serrée, comme s'il n'y avait pas assez d'air dans la pièce. Puis une autre notification a vibré. Un email de quelqu'un du travail. Rien d'accusateur, juste prudent. Et, je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai entendu des choses. J'espère que tu vas bien. C'était pire que la colère. C'était de l'inquiétude mêlée de doute. L'histoire fuyait de la bulle familiale et s'infiltrait dans ma vie réelle. Je me suis assis à la table et j'ai mis ma tête dans mes mains. Pendant un moment, le vieil instinct a refait surface. Reste silencieux. N'aggrave pas les choses. Laisse passer. J'avais vécu toute ma vie de cette façon, laissant les autres me raconter en quelque chose de plus petit que ce que j'étais. Puis j'ai pensé à la main de Leia agrippant ma chemise dans le couloir. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait demandé si je serais toujours là à la fin de l'école. Le silence ne m'avait jamais protégé. Le silence m'avait juste rendu plus facile à utiliser. La pression a augmenté dans l'après-midi. Un parent que je connaissais vaguement de la dépose à l'école a fait un commentaire qui semblait innocent mais ne l'était pas. Les enfants sentent le stress, vous savez, a-t-elle dit, regardant Leia comme si elle diagnostiquait quelque chose. Un enfant de la classe de Leia lui a demandé pourquoi sa grand-mère ne voulait pas d'elle à Noël. Celui-là est rentré avec elle, s'accrochant à ses mots. Confusion et blessures mêlées. Je me suis agenouillé devant elle, le cœur brisé à nouveau, et je lui ai dit que les adultes disent parfois des choses cruelles quand ils veulent le contrôle, et que cela ne signifie jamais que l'enfant a fait quelque chose de mal. Elle a hoché la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Cette nuit-là, après que Leia se soit endormie, j'ai arrêté de prétendre que ce n'était que du bruit. Je me suis assis à la table et j'ai commencé à documenter. J'ai pris des captures d'écran du poste de Sloan. J'ai sauvegardé les commentaires avant qu'ils ne puissent disparaître. J'ai noté les heures des appels, les noms, les phrases qu'ils utilisaient. J'ai fait défiler mon application bancaire plus loin que je ne l'avais jamais fait, mois par mois, les mêmes petits virements que j'avais envoyés à mes parents pendant des années sans jamais le mentionner publiquement. $200, parfois plus. Toujours à temps. Je me suis souvenu du post Facebook que Marianne avait fait il y a des mois, celui avec l'émoji triste et la légende sur le fait de soutenir sa famille quand c'est difficile. Je l'ai trouvé. Je l'ai regardé pendant un long moment. L'hypocrisie était là, en toutes lettres. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est mis en place. L'histoire de Sloan avait un point faible.
Elle avait dit que je n'avais jamais aidé. Elle avait dit que mes parents m'avaient porté. Et j'avais la preuve que le contraire était vrai. Pas des opinions, pas des sentiments. Des preuves. Il ne s'agissait plus de discuter. Il s'agissait de faits. Je me suis fixé des règles avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je ne râlerai pas. Je n'insulterai pas. Je ne traînerai personne dans la boue avec des émotions. J'exposerai ce qui s'est passé, quand cela s'est passé, et je montrerai ce qui était vrai. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé le plan en phrases courtes et nettes. 3 lignes sur Noël. Une ligne sur ma fille qui a tout entendu. Une série de captures d'écran qui parlaient d'elle-même. J'ai regardé les preuves disposées proprement sur mon écran et j'ai senti le poids du choix. Une fois que j'aurais posté ça, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Les larmes et les gâteaux ne répareraient rien. Ils viendraient plus fort. Je le savais. J'ai pris une inspiration et j'ai fermé l'application sans poster. Pas encore. Je voulais une nuit de plus au calme avec ma fille avant que la tempête ne frappe à nouveau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme, comme si la décision avait déjà été prise quelque part plus profondément que la pensée. J'ai préparé le déjeuner de Leia, j'ai lacé ses chaussures, je l'ai accompagnée à l'école et j'ai attendu de la voir disparaître par les portes avant de m'asseoir dans la voiture et de sortir mon téléphone. J'ai ouvert l'éditeur de publication et j'ai tapé lentement. Ce n'est pas un coup de gueule, ai-je écrit. C'est simplement la vérité. Puis j'ai énuméré ce qui s'était passé, exactement comme cela s'était passé. Le dîner de Noël. Sloan m'a dit de partir et de ne jamais revenir. Marianne a dit que Noël était mieux sans moi. Graham n'a rien dit. Ma fille de 7 ans a tout entendu. J'ai joint les captures d'écran des virements. Chacune datée, cohérente, ennuyeuse dans leur régularité. J'ai joint l'ancien poste de Marianne en dessous. J'ai ajouté une dernière ligne. Pendant des années, j'ai aidé discrètement. Je n'ai jamais posté à ce sujet. La seule fois où j'ai eu besoin d'espace pour protéger mon enfant, j'ai été dépeint comme un méchant. Je n'ai tagué personne. Je n'ai pas ajouté d'emoji. J'ai cliqué sur « Publier ». Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis rentré chez moi. Ça n'a pas pris longtemps. En moins d'une heure, les commentaires sous le post de Sloan ont commencé à changer de ton. Les gens posaient des questions. Quelqu'un a écrit « Attendez, il leur envoyait de l'argent tous les mois ». Un autre a dit « Pourquoi mettriez-vous un enfant à la porte ?» Un parent que j'avais toujours respecté a commenté publiquement que ce qui s'était passé était honteux. J'ai regardé Sloan modifier sa légende, puis la modifier à nouveau, puis commencer à supprimer des commentaires par bloc. Mais les captures d'écran ne disparaissent pas une fois qu'elles se sont propagées. Mon téléphone a vibré avec des messages privés, certains d'excuses, certains stupéfaits, certains reconnaissant silencieuses qu'ils avaient cru la mauvaise histoire. Puis le ton a de nouveau changé. Sloan a posté une suite, cette fois plus courte, plus sèche. Elle a insinué que je n'étais pas stable, que le deuil m'avait changé, que j'avais peut-être besoin d'aide. C'était assez subtil pour paraître inquiet, mais assez pointu pour semer le doute. J'ai senti une lueur de peur familière. Ce genre de suggestion peut tout vous coûter si elle colle. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'en avais pas besoin. Mon téléphone s'est allumé avec des messages que je n'attendais pas. Des gens me disant d'être prudent. Des gens me disant de tout sauvegarder. Puis sont venus les textos privés de ma famille. Marianne en premier. Bowen, qu'est-ce que tu veux? Dis-le nous et on pourra arranger ça. Arranger. Toujours ce mot. Graham a suivi. Ça a assez duré. Retire ça et on parlera. Puis Sloan. On n'a pas besoin de faire ça publiquement. On peut trouver un moyen de diviser les choses si tu arrêtes. Voilà, nuée indéniable. J'ai pris des captures d'écran de chaque message, notant l'heure, l'ordre, le passage de l'indignation à la négociation. J'ai transféré des copies à une adresse email que j'avais créée juste pour ça. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais prudent. En fin d'après-midi, je pensais que le pire était contenu aux écrans. Puis la sonnette a retenti. J'ai figé. Leia était sur le sol du salon, en train de colorier, fredonnant doucement. Le son a traversé l'appartement comme une lame.
Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Marianne se tenait là, tenant un gâteau sous un dôme en plastique. Graham à côté d'elle, les mains dans les poches de son manteau. Sloan légèrement derrière eux. Tran planant comme un renfort. Marianne a souri trop largement quand elle a vu la lumière de la caméra. On veut juste parler, a-t-elle appelé. On a apporté quelque chose pour Leia. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé ma fille. Elle s'est levée, serrant son livre de coloriage, les yeux allant de moi à la porte. Je me suis agenouillé devant elle. Reste ici, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, la peur et la curiosité se livrant bataille sur son visage. Je me suis retourné vers la porte. Vous devez partir, ai-je dit à travers le bois, ma voix stable. Le sourire de Marianne a vacillé. Ne sois pas comme ça, a-t-elle dit. C'est Noël. La voix de Sloan est intervenue, plus sèche. On fait ça pour elle. Tran a ajouté, la famille pardonne, mec. J'ai posé ma main sur la serrure et j'ai senti son poids solide sous ma paume. La petite main de Leia s'est glissée dans ma chemise par derrière, agrippant le tissu comme une encre. J'ai baissé les yeux vers elle, vers la confiance dans ses yeux, vers la façon dont elle attendait que je choisisse. La sonnette a de nouveau retenti, plus insistante cette fois. Ouvre juste la porte, appelez des Marianne. Parle, c'est tout. Je n'ai pas bougé. Je savais alors, avec une certitude qui semblait presque paisible, que ce qui allait suivre définirait le reste de nos vies. Et je ne choisissais pas le confort. Je choisissais mon enfant. Je suis resté debout, la main posée contre le cadre de la porte, assez près de la serrure pour sentir le métal froid à travers le bois. À travers le Judas, je pouvais les voir tous clairement, disposés comme s'ils avaient répété. Marianne au premier plan, le gâteau tenu au niveau de la poitrine, le glaçage parfaitement lissé comme preuve de bonnes intentions. Sloan un demi-pas sur le côté, incliné juste assez pour paraître coopérative plutôt que conflictuelle. Tran derrière elle, les bras ballants, la posture décontractée de la manière que les hommes adoptent lorsqu'ils s'attendent à soutenir l'autorité de quelqu'un d'autre. Graham se tenait de l'autre côté, les épaules carrées, le visage fermé, son silence plus lourd que tous les mots qu'il aurait pu utiliser. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'en avais pas besoin. Je me suis légèrement tourné pour que mon corps bloque le couloir derrière moi, me plaçant entre eux et Leia sans en faire tout un spectacle. Elle était assez proche pour que je puisse sentir la petite pression de ses doigts enroulés à l'arrière de ma chemise. Marianne s'est penchée vers la porte, sa voix montant dans ce registre mielleux qu'elle réservait au moment public. Leia, ma chérie, a-t-elle appelé, assez fort pour que les voisins puissent t'entendre s'ils écoutaient. Viens faire un câlin à mamie. Leia n'a pas bougé. J'ai senti sa prise se resserrer, son corps se déplacer en arrière plutôt qu'en avant. Cette réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sloan l'a remarqué immédiatement. Ses yeux se sont tournés vers la porte, puis se sont plissés. Tu vois ce que tu as fait, a-t-elle dit sèchement. Tu lui as fait peur. Tu l'as empoisonné contre nous. J'ai ouvert la porte juste assez pour être entendu clairement, pas assez pour leur donner de l'espace. Non, ai-je dit. Je n'ai rien empoisonné. Vous m'avez dit de partir et de ne jamais revenir. Vous avez dit que Noël était mieux sans moi. Vous l'avez dit devant mon enfant. Le sourire de Marianne a vacillé une demi-seconde avant qu'elle ne le force à revenir. On était contrariés, a-t-elle dit rapidement. Les émotions étaient vives. Tu sais comment ça se passe. Je sais exactement comment ça se passe, ai-je dit. Et c'est pourquoi vous n'entrez pas. Graham a finalement parlé, sa voix basse, contrôlée. Tu vas trop loin. Tu utilises une seule nuit pour punir ta famille. J'ai rencontré son regard à travers le verre. La punition, c'est de mettre un enfant à la porte d'une maison. Ça, ce sont des conséquences. Le mot a atterri plus durement que je ne l'attendais. Le ton de Marianne a changé, la douceur s'envolant. Qu'est-ce que tu veux, Bowen, a-t-elle demandé. Dis-le-nous, c'est tout. On peut arranger ça. Voilà. Pas du remords, de la négociation. Sloan est intervenu en douceur. On est des adultes. On peut parler chiffres. On peut trouver quelque chose d'équitable.
Tran a hoché la tête, ajoutant, la famille fait des sacrifices les uns pour les autres. Ne brûle pas tout par orgueil. Graham a expiré brusquement. Tu as une idée de ce que ça nous fait, a-t-il dit. Tu sais combien de dégâts tu causes? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai baissé les yeux et j'ai senti le front de Leia presser légèrement contre mon dos, son souffle chaud à travers ma chemise. Vous n'avez toujours pas demandé comment elle va, ai-je dit. La mâchoire de Graham s'est contractée. Ce n'est pas la question. Et voilà. La patience de Sloan a craqué ensuite. Tu n'es pas bien, a-t-elle dit, sa voix devenant plus froide. N'importe qui peut le voir. Tu devrais parler à quelqu'un. Ce genre de comportement n'est pas stable. Tran a déplacé son poids. Ne nous oblige pas à faire ça à la dure, a-t-il ajouté doucement. La menace était là, non dissimulée. J'ai senti mon pouls battre dans mes oreilles, mais ma voix est restée égale. Vous n'entrez pas chez moi, ai-je dit. Vous n'avez pas accès à ma fille. Tout contact à partir de maintenant se fera par écrit. Si vous revenez, je le considérerai comme du harcèlement. La caméra a enregistré tout ce temps. Les yeux de Marianne se sont levés, la panique traversant son visage. Bowen, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix se brisant enfin. Ouvre juste la porte. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai fermée. Pas fort, pas de manière dramatique. J'ai tourné la serrure et je l'ai senti s'enclencher avec un clic solide et final. Je me suis agenouillé devant Leia et j'ai posé mes mains sur ses épaules. Tu es en sécurité, ai-je dit doucement. Personne ne te fera plus jamais sentir que tu n'es pas voulu. Elle a hoché la tête une fois, puis a enroulé ses bras autour de mon cou. Après que leur pas se soit estompé, j'ai récupéré la vidéo de la sonnette et je l'ai sauvegardée, puis j'ai sauvegardé les messages qu'ils avaient envoyés par la suite, ceux qui parlaient d'arranger les choses et d'annuler ce que j'avais fait. Un message vocal de Marianne s'est démarqué. Elle n'a pas mentionné Leia une seule fois. Elle a mentionné à quel point ils avaient été proches d'avoir de l'aide, le chiffre exact lui échappant avant qu'elle ne se reprenne. Je me suis assis sur le sol de la cuisine, la tête entre les mains, et j'ai compris quelque chose avec une clarté douloureuse. Ce n'était pas fini tant que toute la vérité n'aurait pas été dite. Le temps a passé par petites étapes délibérées. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai reconstruit nos journées, morceau par morceau, comme on reconstruit après une tempête quand on ne peut pas se permettre un autre effondrement. Les matins de Leia sont redevenus prévisibles. Le petit déjeuner à la même heure, le même trajet vers l'école. La même place à table où elle pouvait voir la fenêtre. J'ai gardé mon téléphone hors de vue autant que possible. Notifications silencieuses, messages filtrés. J'ai vu la tension quitter ses épaules lentement, comme de l'air s'échappant d'un nœud serré. Elle dormait plus profondément. Elle riait sans vérifier la pièce d'abord. Elle a arrêté de demander quand nous retournerions chez ses grands-parents. Quand elle les mentionnait, c'était doucement, prudemment, comme pour tâter une ecchymose. Je ne lui ai jamais menti. Je lui ai juste dit la vérité par bribes qu'elle pouvait porter. J'ai tout organisé comme j'avais appris à le faire dans les mois qui ont suivi la mort d'Evelyn. Chronologique, propre, capture d'écran, date, déclaration, vidéo. Je ne postais pas constamment. Je ne discutais pas en ligne. Je gardais le dossier prêt au cas où il serait nécessaire. Quand les rumeurs refaisaient surface, je partageais des faits en privé et je refermais la porte. Finalement, le bruit s'est estompé. Les gens ont perdu leur intérêt quand l'histoire a cessé de changer. J'ai fait une dernière clarification publique, brève et sans fioriture. J'ai déclaré le montant de l'indemnisation clairement, sans drame, sans excuse. J'ai expliqué ce que c'était, une compensation pour une perte évitable, pas de la chance, pas une récompense. J'ai dit qu'avant Noël, j'avais prévu d'aider substantiellement mes parents, de régler leurs dettes et de stabiliser leur avenir. J'ai dit que ce plan a pris fin au moment où on a dit à ma fille qu'elle n'avait pas sa place. Je n'ai insulté personne. Je n'en avais pas besoin. La vérité a fait son propre travail. Puis je suis passé à autre chose. J'ai acheté une modeste maison à mon nom, assez proche de l'école de Leia pour qu'elle puisse y aller à vélo les après-midi calmes. J'ai ouvert son fonds pour l'université, un compte d'urgence et des investissements à long terme conçus pour croître lentement et en toute sécurité. Je n'ai rien cherché de tape à accent grave-l'œil.
J'ai cherché la stabilité. Par des parents éloignés et des nouvelles de seconde main, j'ai entendu ce qui leur était arrivé. La maison a été vendue, les plans de retraite se sont effondrés. Sloan a arrêté de poster des photos de famille et s'est tourné vers des citations vagues sur la trahison et la résilience. Marianne et Graham ont raconté à qui voulait l'entendre à quel point ils avaient été proches de l'aide, à quel point tout était injuste. Ce qu'ils n'ont jamais dit, pas une seule fois, c'est qu'ils étaient désolés de ce qu'ils avaient dit à une enfant. Cette absence m'a tout dit. Evelyne me manque toujours. Ce deuil ne s'est pas évaporé. Certains matins, il frappe encore fort, soudain et aigu. L'argent n'a pas réglé ça. Ce qu'il a fait, c'est enlever la peur qui s'était enroulée autour de ma poitrine. La peur de devoir choisir entre la survie et la dignité. J'ai choisi ma fille. J'ai choisi la sécurité plutôt que l'approbation. Un soir, j'étais dans la cuisine de notre nouvelle maison pendant que Léa courait dans le couloir en riant, m'appelant par mon nom sans hésitation, sans se faire petite d'abord. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai laissé le calme s'installer. Ce n'était pas parfait. C'était suffisant. Me voy, gente. Ah, ¿estaba escuchando ya o qué? Mm, mm. Ah, pero ¿desde qué hace rato? ¿Cuánto rato? ¿Desde la historia de Romeo y Julieta? ¿O de cuándo? Ah, sí, sí, sí. Literalmente eran los que estaban ahí. Mm. El chin estaba bueno, la verdad. ¿No te gustó el chisme?
No. Ah, estaba buena la verdad. Ah, pero no la puse. Qué pendejo. La cagué. No, no me gustó. Mm, no los convertí bien. Y pongo esto y me voy a la mierda. A ver si mañana puedo terminar la puta casa.